tous. Pendant plus de 4 siècles, à l'initiative des puissances anglo-saxonnes, de très nombreux pays ont exigé que l'Espagne demande pardon pour de prétendus crimes commis lors de la conquête du Nouveau Monde. Plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, l'Espagne sera aussi accusée d'avoir brimé les droits des populations indigènes. Mais des voix s'élèvent contre cette repentance, dont celle de Marcelo Guldo Omedeo, qui affirme « Il n'y a pas eu d'invasion espagnole de l'Amérique, mais une libération ». Alors, qu'en est-il réellement? Nous allons voir cela avec notre invité Philippe Conrad. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir comme toujours. Alors vous étiez venu en juin nous parler d'Al-Andalus et du mythe de l'Espagne musulmane, soi-disant paradis multiculturel. Et aujourd'hui je vous reçois à l'occasion de la parution d'un livre que vous n'avez pas écrit, parution aux éditions de l'Artilleur. C'est un livre écrit par un historien argentin. Il est professeur d'histoire à l'université de Buenos Aires et à l'université Fluminense de Rio de Janeiro. Cet homme, c'est Marcelo Guldo Omedeo, comme je le disais, et donc c'était un peu difficile de le faire venir. Alors nous en avons parlé, vous avez lu le livre qui s'intitule « Ceux qui devraient demander pardon, la légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne ». Alors cette légende noire dont il parle, qu'est-ce que c'est exactement? Nous rentrerons dans le détail après. Alors la légende noire, c'est le récit qui a été avancé dès le XVIe siècle d'ailleurs, à propos de la conquête des Indes occidentales, donc la conquête de ce qui va devenir le continent américain. Légende noire produite essentiellement, initialement d'ailleurs en Italie, parce que les Italiens ressentaient une certaine rancœur contre l'Espagne à l'époque, qui maîtrisait la Méditerranée, qui était présente dans la péninsule italienne. Le royaume d'Aragon avait mis la main sur le royaume de Naples. Plus tard, Charles Quint était aussi le maître de Milan, etc. Donc il y avait eu une réaction anti-espagnole en Italie qui a contribué à développer cette légende noire, mais surtout, les principaux vecteurs de cette légende noire vont être les pays protestants du nord de l'Europe. Ça commence avec Luther, qui voit dans les Espagnols des suppôts de Satan, car les défenseurs de la cause catholique romaine. Et après l'Allemagne, eh bien, on verra un discours analogue se développer en Angleterre, à l'époque où l'Angleterre d'Élisabeth est en guerre contre l'Espagne de Philippe II. C'est l'époque de l'Invincible Armada, c'est l'époque où les corsaires anglais viennent ravager les positions espagnoles sur les côtes américaines. Donc l'Angleterre ensuite qui va être sous la dictature de Cromwell, qui installe une dictature puritaine farouchement anti-catholique. Et puis enfin, pour couronner le tout, nous aurons aussi les Hollandais. On sait comment la Hollande protestante s'est dressée contre l'Espagne catholique qui dominait les Pays-Bas. Et les Hollandais vont donc être à l'origine de la naissance des Provinces-Unies protestantes, donc, dont l'indépendance sera finalement reconnue par les traités de Westphalie au milieu du XVIIe siècle. Et alors là, du côté hollandais, on est aussi très anti-espagnol et on va notamment populariser tout ce qu'a raconté Bartolomé de las Casas sur la conquête espagnole, et ça va devenir un thème récurrent que nous retrouverons ensuite au XVIIIe siècle chez certains philosophes, et qui va durer au-delà au XIXe, notamment aux États-Unis, où l'Espagne et tout ce que représente l'Espagne apparaît comme un adversaire potentiel. On sait quel traitement les États-Unis vont réserver au Mexique. Plus tard, on voit comment ils interviennent lors de la guerre de Cuba en 1898. Et tout cela
contribue à établir cette légende noire qui va prospérer, se développer, se maintenir au fil du temps et qui a connaît des répercussions aujourd'hui, avec le réveil de l'indigénisme en Amérique latine, qui connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse, puisqu'on a vu par exemple le président du Mexique ou la présidente du Mexique, je crois, qui a demandé au gouvernement espagnol de demander pardon pour la conquête du Mexique et la conquête de l'Amérique en général. Et sinon, d'une manière plus vaste, comment le monde anglo-saxon représente la culture même espagnole ? Le monde anglo-saxon il est profondément marqué par la tradition protestante. Il est évidemment anti-catholique et au-delà de la conquête de l'Amérique, il va reprocher à l'Espagne aussi, donc justement sa tradition religieuse. On met dans le débat, on avance l'argument de l'Inquisition, présentée comme une organisation terroriste, violant tous les droits de ces victimes. Et puis, on verra aussi dans le monde anglo-saxon se développer au XIXe siècle toute une image largement rêvée de l'Espagne musulmane du Moyen-Âge, et avec la dénonciation évidemment d'une reconquête qui est perçue comme une victoire de la brutalité gratuite des royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique sur une civilisation raffinée, supérieure, et sur une victoire responsable de la disparition du paradis d'Al-Andalus. Et de la même manière, les contempteurs de l'Espagne à propos de la conquête de l'Amérique vont nous présenter l'Amérique d'avant la conquête, l'Amérique précolombienne, comme un paradis qui a été violemment détruit par ses vainqueurs. Pourtant, l'histoire de l'Espagne, elle est proprement prodigieuse, surtout entre le XVIe et le XVIIIe siècle, un petit pays. L'Espagne, c'est une des grandes aventures historiques dans l'histoire du monde. L'Espagne qui va se constituer, se forger progressivement tout au long du Moyen-Âge à travers justement la lutte contre l'islam, comme une sorte de position avancée de l'Europe chrétienne jusqu'à la chute de Grenade en 1492. Et à ce moment-là, l'année même de la chute de Grenade, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde. C'est le début d'une aventure extraordinaire qui verra l'Espagne régner sur un empire où, selon la formule consacrée dès l'époque de Charles Quint, le soleil ne se couche jamais, puisque c'est la majeure partie de l'Amérique, mais c'est aussi les Philippines. Il y a donc un moment espagnol de l'histoire du monde, incontestablement, qui a été très bien mis en lumière d'ailleurs dans un film réalisé assez récemment en Espagne, intitulé La première globalisation, qui a été le fait justement de l'Espagne, secondairement du Portugal, si l'on veut aussi, mais essentiellement les premiers échanges internationaux commerciaux. Voilà, c'est la première globalisation, la première mondialisation, c'est l'Espagne qui a en fait conduit le décloisonnement du monde tel qu'il a été réalisé par les Européens, fort de leur supériorité navale et de leur volonté de découverte. Alors, on reviendra sur la colonisation, mais alors, vous en avez touché deux mots tout à l'heure. La légende noire concerne également l'Inquisition. Oui. Quelle est la réalité de l'Inquisition ? Alors là, on va faire toute l'émission sur l'Inquisition. L'Inquisition est une réalité, mais on en a établi une caricature qui a fourni de l'argumentaire à toutes les mouvances ou toutes les tendances anticléricales au XIXe siècle. L'Inquisition, c'est une administration avec une dimension religieuse, sans aucun doute, mais qui a été mise en place à l'époque des souverains catholiques,
de Ferdinand et d'Isabelle, et qui va être une armature essentielle de la monarchie espagnole jusqu'à sa disparition consécutive à l'invasion napoléonienne au début du XIXe siècle. Oui, c'est la conquête napoléonienne. On présente ça toujours comme quelque chose d'abominable avec des bûchers partout dans le pays. Qui met fin à l'Inquisition. Non, l'Inquisition, on a pu réaliser des études complètes et sérieuses sur la question. Je renvoie notamment à l'ouvrage dirigé par Bartolomé Benassar, qui est un de nos très grands hispanistes, malheureusement disparu aujourd'hui, et qui a établi un bilan, notamment du nombre des victimes qu'il convient d'attribuer à l'Inquisition, et c'est tout à fait marginal. L'Inquisition a lutté notamment contre les conversos juifs qui étaient des pseudo-convertis, et puis a lutté aussi contre les morisques qui auraient dû normalement se convertir à la religion catholique à la suite à certaines décisions de la monarchie espagnole, mais ça ne concerne en fait en nombre, en effectif, qu'un nombre assez restreint d'individus, et le nombre des victimes, il y en a eu bien sûr, des victimes des autodafés, le nombre des victimes reste quand même très limité. Je renvoie au travail de Bartolomé Benassar sur la question. Sur la question, on reproche aussi à l'Espagne l'expulsion des Juifs. Du royaume. En 1492, effectivement, on les expulse parce qu'on veut les obliger à se convertir. Voilà. Nous sommes en cette fin du XVe siècle dans une période de maximum d'intensité religieuse, selon le terme d'un historien espagnol, Luis Suárez Fernández, et on ne conçoit pas que dans un État, il puisse y avoir plusieurs religions différentes. Ça va être aussi le moteur, tout cela, des guerres de religion que va connaître l'Europe au XVIe siècle, évidemment. Donc, on veut convertir les minorités, alors qu'au moment de la conquête, on leur a laissé une certaine autonomie, notamment sur le plan religieux. C'est vrai pour les Juifs, c'était vrai aussi pour les moderares, pour les musulmans dans les territoires reconquis. Mais à un moment donné, la volonté politique a été de convertir tout le monde et de rassembler tout le monde autour d'une même foi. C'est le système de un prince, une religion, et un peuple de fidèles de cette religion. On ne peut pas dire que les protestants étaient des modèles en la matière. Non, bien sûr, de tolérance on peut renvoyer aux victimes catholiques d'Élisabeth en Angleterre ou au traitement qu'a infligé Cromwell à l'Irlande, par exemple. Alors, on va revenir en Amérique du Sud. Quelle a été la réalité de la colonisation en Amérique du Sud, la colonisation espagnole? Oui, alors il y a d'abord la réalité de la conquête, sur laquelle il peut être utile d'insister. Alors c'est une conquête d'abord surprenante dans la mesure où elle est réalisée avec des effectifs qui peuvent paraître dérisoires. Fernand Cortés, il débarque au Mexique, il a 500 hommes avec lui, quelques chevaux, des arquebuses, donc des armes à feu, ce qui était évidemment nouveau. Pizarro au Pérou, c'est à peine 150 hommes. Alors comment expliquer ce succès face à des empires qui certes étaient des empires correspondant à un stade de développement qui n'était pas celui de l'Europe, mais des empires avec des villes, avec des populations nombreuses, avec une civilisation déjà ancienne, tout simplement parce que c'était des empires qui régnaient sur des peuples qu'ils avaient subjugués, qu'ils avaient soumis, et à qui ils imposaient une domination tout à fait insupportable. Le cas du Mexique est particulièrement significatif. Les vaincus, entre autres choses, ils étaient là pour fournir le matériel humain, des sacrifices humains qui faisaient partie de tout le système
système politique, culturel, religieux des Aztèques. Et au cours de sa progression vers Mexico, Cortés a pu bénéficier de l'alliance d'un certain nombre de peuples. Vous voulez dire qu'ils ont été accueillis quasiment comme des libérateurs ? Eh bien oui, exactement. Hein. C'est-à-dire que Marcelo Gullo a cette formule provocatrice qui a déchaîné évidemment la fureur que l'on sait. C'est que c'est pas une guerre de conquête ou d'invasion, c'est une guerre de libération. Alors effectivement, si on s'en tient aux critères qui sont les nôtres aujourd'hui, relatifs aux droits de l'homme, relatifs aux libertés, etc., effectivement, on peut le considérer ainsi, parce qu'il y a des populations entières qui se sont retrouvées libérées et émancipées par la conquête espagnole, notamment les Tlaxcaltèques au Mexique, et il y a d'autres populations de manière analogue au Pérou qui ont pu échapper à la domination d'un empire inca qui certes ne pratiquait pas les sacrifices humains à échelle industrielle comme l'empire aztèque, mais qui n'en imposait pas moins une domination particulièrement lourde aux populations en leur imposant le travail forcé notamment. Hein. Donc cette dimension-là a souvent été passée sous silence, mais c'est une manière de voir les choses tout à fait incomplètes et qui ne permet pas d'expliquer la facilité relative de la conquête au regard des effectifs et des moyens engagés. Hein, parce qu'effectivement, il y avait des armes à feu, il y avait des chevaux, il y avait au Mexique les mythes anciens selon lesquels des conquérants devaient venir qui devaient être barbus, etc. Donc tout ça a contribué à fragiliser l'empire aztèque, mais le rapport de force quand même est là, et tout n'a été possible que parce que les conquistadors se sont assurés le soutien d'une part importante ou très importante des populations. Et donc, après la conquête, donc, il y a une colonisation, mais qui n'est pas une colonisation de peuplement très, très importante ? Non, pour des raisons démographiques. Hein. L'Espagne métropolitaine n'a pas les moyens d'organiser une colonisation comme celle que connaîtra l'Amérique du Nord, par exemple, au XIXe siècle, avec une Europe en pleine révolution démographique. Donc il y aura un transfert de population. Ça a été d'ailleurs étudié assez récemment sur ces Espagnols qui franchissaient l'Atlantique pour aller là-bas au Mexique ou au Pérou chercher fortune. Mais en termes quantitatifs, non, c'est relativement peu de choses. Et la différence de colonisation entre, si on peut comparer entre les Portugais et les Anglo-Saxons au nord, est-ce que c'est très différent ? Alors, ce qui est très important du côté espagnol, c'est que très vite, dès les rois catholiques, Isabelle la catholique y veille, la justification de la conquête, c'est l'évangélisation. Hein, et donc, ça implique que les sujets qu'il convient d'évangéliser, dispose d'un certain nombre de droits, et il y aura un certain nombre de lois des Indes qui vont se succéder sur plusieurs dizaines d'années, qui vont justement mettre en place un système dans lequel c'est l'évangélisation qui reste la poutre maîtresse, si vous voulez, du phénomène. Alors qu'à l'inverse, en Amérique du Nord, les colons du Mayflower et puis leurs descendants, protestants, puritains, eux, ils considèrent les Indiens comme des représentants du mal. Ils en ont une vision tout à fait diabolique. Ce sont des sauvages et il est tout à fait légitime, à un moment donné, on a plusieurs textes tout à fait clairement qui vont en ce sens-là, il est légitime de les exterminer. Alors les Indiens aussi ont tué des colons ou leurs familles à telle ou telle période, mais de ce fait, ils se sont
trouvait sous la menace d'une extermination méthodique qui a été au moins en partie ou en grande partie réalisée en Amérique du Nord, ce qui n'a pas été le cas en Amérique latine, dans l'Amérique espagnole. Mais effectivement, la vision des populations indigènes est très différente. Si on se réfère par exemple au texte de Bartolomé de Las Casas, oui. Qui les présente, j'allais dire, comme des bons sauvages. Oui, alors tout à fait. Las Casas, effectivement, présente les Indiens comme, oui, on emploiera l'expression du bon sauvage au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières. C'est un peu, Las Casas est un peu déjà dans cette sensibilité-là. Voilà des populations qui vivent à l'état naturel, qui sont naturellement bonnes et sympathiques, et c'est malheureux, qui ne demandaient rien à personne. Et bien, il y a des envahisseurs qui arrivent et qui se comportent avec eux d'une manière tout à fait inacceptable, qui les massacrent, qui les réduisent en esclavage, etc., etc. Et Las Casas va bâtir toute une vision des choses qui va être récupérée justement par les puissances protestantes pour alimenter la légende noire anti-espagnole. C'est pas un hasard si l'ouvrage de Las Casas a été édité près d'une quarantaine de fois en Hollande au cours des XVIe et XVIIe siècles. Donc Las Casas a été utilisé, instrumentalisé, alors que le personnage ne correspond pas du tout à une espèce de, pourrait-on dire, à un prêtre soucieux du sort des Indiens. On a un franciscain qui est un de ses contemporains, Toribio de Benavente, qui a écrit même à Charles Quint pour dénoncer ce qu'il y avait de faux dans tout le témoignage de Las Casas, qui s'occupait pas du tout de ses ouailles indiennes. Toribio de Benavente l'accuse de ne jamais dire la messe, d'être un prêtre oubliant tout à fait ses devoirs, mais voulant surtout en fait faire parler de lui et apparaître comme une personnalité attachée au bien-être des Indiens, alors que dans les fonctions qui étaient les siennes en Amérique, il n'a jamais rien fait pour eux, à la différence du témoin franciscain en question. Et donc il va même jusqu'à recommander l'emploi des Africains comme oui, comme tout à fait. Comme les Indiens d'Amérique devaient une corvée au roi d'Espagne et étaient mobilisés par cette obligation. Oui, quel était le système il y avait un système de corvée, effectivement, qui a servi notamment pour exploiter les mines d'argent du Potosí ou de Zacatecas au Mexique. Mais ce système, c'était quelque chose qui correspondait à ce que pouvaient être les corvées royales dans l'Europe du Moyen-Âge ou pas de d'alors. Système d'esclavage proprement dit. Les Indiens n'étaient pas juridiquement des esclaves. Il s'agissait pas d'esclavage. Et alors l'autre système qu'on a mis en cause, c'est le système de l'encomienda, c'est-à-dire qu'on donnait à un des conquistadors, devenu un encomendero, une certaine quantité d'Indiens, et il avait en charge de les évangéliser et il devait vérifier que l'exploitation commune qui était le propre des Indiens jusque-là fonctionnait correctement et que les Indiens en question étaient dociles à l'évangélisation, on va dire ça comme ça, et puis que les Indiens en question étaient disponibles pour justement les corvées royales qui transposaient en Amérique simplement un phénomène qui existait déjà en Europe et qui correspondait d'ailleurs, si on prend le cas de l'Empire Inca, à une réalité qui existait déjà dans cette civilisation précolombienne. Les Péruviens précolombiens, ils devaient à l'empereur un certain
volume de travail qui n'était pas mince, comme on s'en doute, hein. Et on a continué en quelque sorte sur un système de ce type. Donc dans les possessions de la couronne espagnole, finalement, peu d'imports d'esclaves d'Afrique. C'est plus tard. Ça sera plus tard, notamment aux Antilles, à Cuba. Mais sur le continent Alors, sud-américain. sur le continent, non, ça sera vrai davantage au Brésil, chez les Portugais, donc. qui étaient portugais, plutôt que dans les territoires espagnols, d'Amérique. Donc c'est une société beaucoup plus métissée finalement dans les possessions espagnoles. Non, parce que le Brésil c'est sans doute le pays le plus métissé pour des raisons démographiques de nombre. Hein. Il y a eu une grande quantité d'esclaves africains qui ont été transportés au Brésil dans les plantations en Amérique du Sud brésiliennes. espagnole, le métissage entre les populations indiennes et espagnoles. Ah oui, bien sûr. Ça a commencé très tôt. La fille de Moctezuma, l'empereur aztèque, elle a épousé successivement deux compagnons de Cortés, par exemple. Et Cortés lui-même avait une concubine indienne qui lui a donné un fils et qui sera fait le fils chevalier de Santiago par le roi d'Espagne, par Charles Quint. Donc vous disiez tout à l'heure que ce sont les protestants qui sont à l'origine de la légende de Noir. Oui, principalement. Principalement, Martin Luther, ça a commencé avec Luther. Ça a commencé avec Luther en Allemagne, alors qu'on est à la veille des guerres de religion et que l'Espagne va apparaître très vite comme l'État par excellence qui défend la cause du pape, la cause de l'Église catholique. Et pendant tout le XVIe siècle, l'Espagne va se faire en quelque sorte en Europe le bras armé du catholicisme. Hein. Et pour Luther, évidemment, c'est l'ennemi par excellence. Et il donne des Espagnols une image justement très caricaturale pour faire d'eux des êtres sataniques qui sont au service de l'erreur, en l'occurrence le catholicisme romain. Et alors, en revanche, de leur côté, les protestants, enfin les anglo-saxons et les Hollandais, ça serait intéressant de nous parler des Hollandais, parce que c'est peu connu. Oui. Eux ne sont pas exempts d'être cités dans leur colonie. Oui, bien sûr. Vous savez, les Hollandais, ils ont installé le travail forcé dans les Indes néerlandaises, où on cultivait les épices. Ils ont fondé leur fortune justement sur l'exploitation de ces Indes-là, de ces Indes néerlandaises. Et ils n'ont pas, adopté vis-à-vis des populations indigènes une attitude particulièrement généreuse ou tendre, bien sûr. Oui. Les Hollandais, eux, c'était surtout dans l'océan. Les Indes. Alors, les Hollandais étaient surtout dans l'océan Indien, donc c'était surtout les Indes néerlandaises, hein, l'Indonésie actuelle. Et puis pendant un temps, les Hollandais se sont installés pendant un temps au Brésil à la faveur des guerres contre l'Espagne. À une époque, l'Espagne et le Portugal ont été réunis pendant quelques dizaines d'années, et à la faveur de cette union hispano-portugaise, les Hollandais qui étaient en guerre contre l'Espagne ont occupé certaines positions au Brésil, mais pendant quelques temps seulement. Alors ce wokisme avant l'heure, si je puis dire, n'a pas touché que l'Espagne. Les Français au Canada aussi en ont été victimes de la part des Anglo-Saxons. Est-ce qu'on a pu leur reprocher des persécutions? Non. Puis là, on pouvait difficilement le reprocher aux Français en Amérique du Nord, notamment au Canada ou en Louisiane, parce que les Français, justement, ont beaucoup, travaillé avec les populations indigènes, et se sont assurés le soutien d'un certain nombre de tribus pour faciliter leur maintien dans ces régions-là.
Alors, nous avons dit en introduction que cette légende noire perdurait aujourd'hui. C'est-à-dire que à travers tout le XXe siècle, ça a continué, toujours dans le mode anglo-saxon. Oui, et puis ça s'est particulièrement réveillé ces dernières décennies, pendant toute la période de montée en puissance de l'idéologie woke que l'on subit aujourd'hui. Et l'Espagne est confrontée à des problèmes, à des défis dans ce domaine comparables à ceux que nous connaissons nous-mêmes. Il s'agit effectivement de culpabiliser l'Espagne pour son histoire, il s'agit de s'en prendre à sa mémoire, c'est une tentative de mémoricide pour revenir au titre du livre à succès de Philippe de Villiers. C'est vrai pour la conquête de l'Amérique, mais c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, pour son passé catholique, à travers la critique de l'Inquisition, et c'est vrai aussi, bien sûr, nous avons eu l'occasion déjà d'en parler, à propos de la Reconquête, et puis de la fin de l'Espagne musulmane, de la fin d'Al-Andalus au XVe siècle, puisque en Espagne, on a des débats qui peuvent paraître tout à fait surprenants, avec des musulmans qui réclament qu'on leur rende la mosquée de Cordoue, ou qu'on la rende au culte musulman, par exemple. Alors là, c'est un vrai débat. Il y a quelques années, maintenant quelques années quand même, il y a bien plus de 20 ans, un historien espagnol quand même pouvait publier un ouvrage qui s'appelait La Reconquista que nunca existió, c'est-à-dire la reconquête qui n'a jamais existé. Voilà, ça n'existe pas. Donc on est dans les démarches justement déconstructivistes que l'on connaît aussi chez nous. Alors nous, on a bien sûr le passé colonial qui est désigné comme porteur de tous les crimes et de toutes les misères. L'Espagne, c'est un petit peu pareil. Alors avec une différence quand même, c'est qu'en Espagne, vous avez dans la sphère intellectuelle et académique même une réaction quand même assez forte, beaucoup plus forte que chez nous. Chez nous, ce livre, c'est plutôt bien vendu d'ailleurs. Le livre est un très gros succès, très gros succès en Espagne. On peut citer un autre cas, celui d'un historien, José Javier Esparza, qui a publié une synthèse magnifique, une grande synthèse sur l'histoire de la Reconquista, qui a fait aussi un tabac en termes de vente. Et en Espagne, par exemple, le livre dont nous parlons a été préfacé par la présidente de l'Académie d'histoire espagnole, Carmen Iglesias, ce qui est un signe quand même tout à fait important. Et en Espagne, vous avez par exemple un livre de Maria Elvira Roca Barrera qui s'intitule Imperiophobia, la haine de l'Empire et la légende noire espagnole, qui a été également un très gros succès de librairie. Donc en Espagne, on voit bien qu'il y a une volonté de réaction, une volonté de résistance qui s'exprime, y compris dans les sphères académiques les plus remarquables. Je renvoie au travail admirable réalisé par Serafín Fanjul sur le mythe d'Al-Andalus, ou alors au travail de Rafael Sánchez Saúz sur les chrétiens d'Andalousie, de la dimitude à l'extermination. Ce sont des travaux qui sont réalisés par des universitaires de renom. Fanjul a été le président de l'Institut espagnol du Caire, par exemple. Rafael Sánchez Saúz est professeur à l'université de Cadiz, grand spécialiste du XVe siècle espagnol. La bataille est engagée et déjà un certain nombre de succès sont remportés, alors que chez nous, on sent une très grande prudence. Il y a bien sûr des travaux tout à fait utiles. On en évoquait tout à l'heure la figure de Philippe de Villiers avec son récent mémoricide, et puis tout le travail admirable qu'il
accompli à travers l'expérience du Puy du Fou. Mais on n'a pas encore au niveau de l'université des réactions comparables par leur ampleur et leur qualité à ce que l'on constate déjà en Espagne, ce dont ce livre est un témoignage. Eh bien écoutez, espérons que ce livre se vende aussi bien en France qu'il s'est vendu en Espagne, 100 000 exemplaires vendus. Alors je tiens aussi, j'en profite pour rendre hommage aux éditions de l'Artilleur. C'est cet éditeur qui a édité Séraphine van Roel et qui traduit et édite systématiquement des livres espagnols de très grande qualité. J'annonce pour la rentrée en février ou mars, je crois, le livre de Miguel Platón, qui est consacré à la répression franquiste d'après la guerre civile, à propos de laquelle on a raconté tout et n'importe quoi. Et là, il y a un travail de fond, un travail d'archives extrêmement méticuleux qui permettra au public français de connaître la réalité. Après la publication en français du livre de Pio Moa sur la guerre civile, sur la guerre d'Espagne, il se passe des choses intéressantes et j'en profite pour rendre hommage particulièrement à mon ami Arnaud Imatz, qui signe l'avant-propos, voilà, et qui a joué un rôle de passeur tout à fait essentiel entre ce qui se produit de mieux en Espagne et la capacité de traduire et d'éditer en France. Il avait commencé dans les années 80 avec la guerre d'Espagne revisitée sous le patronage de Pierre Chaunu et ensuite il a été à la manœuvre pour que l'on puisse disposer pour le public français de travaux majeurs comme celui dont nous venons de parler. Donc nous devons parler de ceux qui devraient demander pardon, la légende noire espagnole et l'hégémonie anglo-saxonne de Marcelo Gulo Homo Deo, paru donc aux éditions de l'Artilleur. Voilà. Philippe Conrad, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt, j'espère. Oui, avec plaisir. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Nous allons maintenant retrouver Christopher Lann et sa petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon, enfin de Bonaparte. Eh oui, mais c'est pas ma faute si cette période de l'histoire de France concentre tout un tas de trucs de dingue, c'est pas ma faute. Et on va parler précisément de la campagne d'Italie qui a été menée donc par le général Bonaparte et qui a été une campagne éclair menée de main de maître en 18 mois et qui l'a propulsé de simple général, un peu connu, à vraiment homme de grande popularité, et ce fut l'une des premières marches de l'escalier qui le conduira jusqu'au pouvoir. Alors tout d'abord, la campagne d'Italie, elle s'insère dans un cadre bien particulier. Nous sommes en 1796, la France révolutionnaire fait face à toute l'Europe, à la première coalition, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Prusse, etc., etc., comme d'habitude. Sauf que cette fois, la France est en position de force, elle a réussi à imposer ses vues et à se faire respecter de ses adversaires, elle a réussi à occuper toute la rive gauche du Rhin, la coalition est affaiblie, reste l'Autriche récalcitrante, et il faut imposer la puissance française à cette Autriche. On prépare donc un plan d'attaque conçu par Carnot. Carnot, c'est la tête pensante stratégique du directoire de l'époque. Il conçoit une offensive en Allemagne, qui est l'offensive principale de son plan, et une offensive en Italie. Mais à la base, cette offensive d'Italie, cette armée d'Italie menée par Bonaparte, était censée être une simple opération de diversion. Ainsi, le 2 mars 1796, Bonaparte est nommé commandant de l'armée d'Italie, mais il sera, vous le savez, bien plus qu'un commandant. Il faut dire aussi qu'il dispose de belles cartes dans son jeu. On a dit qu'il avait reçu une armée en lambeaux, c'est pas tout à fait vrai, elle est un peu affaiblie après 4 ans de conflit,
mais il dispose néanmoins de belles cartes dans son jeu, comme le fait d'avoir des troupes de montagne aguerries, un encadrement supérieur très efficace et aussi un tout autant efficace service de renseignement. L'armée austro-sarde qui l'attend est en supériorité numérique, elle dispose d'environ 72 000 hommes, tandis que Bonaparte n'en a que 47 000, et au-dessus de lui, juste un peu au-dessus, il y a l'armée des Alpes dirigée par Kellermann avec 20 000 hommes. Et c'est là que le grand stratège qu'il est et qu'il sera plus tard se dévoilera au grand jour. Il va appliquer sa fameuse méthode qui sera la sienne tout au long de son règne, c'est-à-dire tout d'abord séparer les deux armées, faire en sorte de les séparer, couper les lignes de communication entre elles et les écraser séparément. Il va donc commencer par une petite mise en bouche qui est le royaume de Sardaigne. C'est le maillon faible de la coalition, donc Bonaparte le sépare des Autrichiens, sépare les troupes sardes des Autrichiens, les force à reculer, menace Turin et conduisent le royaume de Sardaigne à demander un armistice. Cet armistice sera signé le 28 avril et c'est vraiment un coup de maître parce qu'en 2 semaines, Bonaparte a déjà réussi à contourner les Alpes, à isoler un adversaire et il n'a plus qu'à se retourner contre les Autrichiens, ce qu'il va faire avec désormais une supériorité numérique de son côté. Dans sa stratégie, Bonaparte dispose d'un autre avantage par rapport aux autres armées, c'est qu'il est très rapide, ses troupes sont aguerries aux marches forcées de jour comme de nuit, il parvient parfaitement à coordonner son armée. Il est très rapide, il passe par les plaines du nord du Pô et parvient ainsi à faire reculer les Autrichiens en permanence jusqu'à ce qu'ils se replient vers le Tyrol. Sa stratégie, elle est géniale et elle est toute simple. Bonaparte disperse ses forces, certes c'est ce qu'il cherche à faire avec les ennemis, mais c'est pas pareil. Il disperse ses forces d'abord après avoir bien étudié le terrain, mais ces forces doivent toujours rester à une distance de soutien mutuel. Ça permet tout d'abord de dissimuler l'axe réel de son offensive et il envoie aussi des opérations de diversion dans tous les sens afin de déstabiliser l'ennemi. Et au final, il focalise ses forces sur un point afin de s'y retrouver en supériorité numérique et d'écraser l'ennemi. C'est génial, c'est tout simplement génial quoi, il n'y a rien à ajouter. C'est ce qu'il parvient à faire avec les Autrichiens, il se replie vers le Tyrol, mais il laisse 4500 hommes dans la place forte de Mantoue. La guerre n'est pas encore gagnée et Bonaparte se retrouve face à un dilemme puisqu'il a cette place forte de Mantoue à conquérir pour s'imposer dans la région, mais il doit aussi parer les multiples contre-offensives qui seront plus tard lancées par les Autrichiens. Il va alors se mettre en position de défense stratégique avec toujours des forces à distance de soutien mutuel. Il aura la plaine du Pô à disposition et les grandes vallées du nord de l'Italie pour ravitailler ses troupes et il va attendre les Autrichiens fermement. Et c'est dans le positionnement infaillible de ses troupes qu'il se montre un génie, un véritable génie militaire de la coordination. On a appelé ça la guerre au compas. Les contre-offensives autrichiennes ne vont pas manquer entre juillet 96 et février 97. Ils vont en lancer pas moins de 4. Très bien organisé, très bien implanté, Bonaparte parvient à contrer les 3 premières avec les batailles que l'on connaît de Castiglione, Bassano et Arcole. Pour la 4e offensive en janvier 97, Bonaparte concentre ses forces à Rivoli, qui est un point de passage obligé des troupes ennemies sur la route de Vérone, et il occupe une position centrale parfaitement ancré sur le terrain. Il impose ainsi aux Autrichiens de fractionner leurs forces et du coup ça va compenser son infériorité numérique et il parviendra à les écraser magistralement en leur infligeant des pertes de 14 000 hommes, c'est la fameuse bataille de Rivoli. Cerise sur le gâteau, après cette bataille, les défenseurs de Mantoue, qui étaient repliés dans Mantoue, 4500 hommes, rongés par la faim et la maladie, finissent par se rendre. En mars 97, Bonaparte est le maître de l'Italie, il n'a plus qu'à s'enfoncer en territoire autrichien, ce qu'il fera et il parviendra d'ailleurs à moins de 100 km de Vienne. Là, il est arrêté parce qu'il ne peut pas étirer indéfiniment ses lignes de communication, il va alors se transformer en habile diplomate. C'est là qu'il va négocier les préliminaires de paix de Leoben le 17 avril 1797, puis ensuite le fameux traité de paix de Campo Formio le 17 octobre suivant. Campagne terminée, merci, au revoir. Plus sérieusement, c'est lors de cette campagne que Bonaparte va montrer tout son génie, à la fois militaire et diplomatique, tout le potentiel d'un futur chef d'État.
aussi montré tout son caractère et son indépendance vis-à-vis du directoire. Il n'obéira pas toujours aux ordres du directoire. En Italie, c'est lui le patron. Il s'érige en véritable proconsul, c'est lui qui décide de tout. Il dicte même ses ordres et ses directives au directoire, mais il a un bon levier pour ça. C'est l'argent, l'or et l'argent. C'est ça qui va permettre à Bonaparte d'acheter son autonomie face à un directoire aux abois. Il se transforme d'ailleurs en percepteur, il lève des impôts dans les États italiens et aussi il fait transférer les inestimables richesses artistiques jusqu'à Paris. De retour en France, une France avec une opinion publique qui est déjà lassée de toutes ces guerres, eh bien il sera aux yeux du public l'homme de la paix glorieuse. Il va acquérir une popularité immense et ce sera donc la première marche importante qui le mènera ensuite vers le pouvoir, le consulat et l'empire. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode sur TV Liberté. A bientôt.